Et si, par une nuit de neige où même le vent se tait pour écouter, le silence d'un homme valait plus que 1000 discours? On l'appelait le géant du moulin parce que ses mains semblaient taillées dans la pierre et ses épaules pouvaient porter un hiver entier. Pourtant, ceux qui parlaient le plus fort sur lui ne savaient rien de l'essentiel, sa solitude était plus lourde que les sacs de grains, et sa parole, quand elle tombait, était un engagement. Hollis Miller vivait seul dans une cabane noircissante de saison, la chaise d'en face aussi vide que l'autre moitié de son lit. Il ne cherchait ni le rire du saloon ni l'assentiment des voisins. Il soignait le feu, il soignait le bétail, il soignait surtout l'habitude de ne rien demander à personne. On croyait alors que cet homme-là n'avait plus rien à perdre. On se trompait. La nuit a frappé à sa porte comme on frappe quand on n'a pas le temps de respirer. Ce n'était ni branche ni rafale, c'était la hâte, c'était la peur. Hollis a posé son bûche, a levé la tête, a senti ses instincts remonter du sol même. Personne ne venait ici après la tombée, pas en plein hiver. Il a entr'ouvert. Sur le seuil, une fillette, maigre comme un oisillon qui n'a pas encore appris à voler. Ses cheveux étaient mouillés de neige, ses joues trop rouges, sa robe trop fine pour un monde si rude. Les bottes ouvertes montraient le bout, la peau, la morsure du froid. Mais ses yeux, eux, n'étaient pas gelés, ils brûlaient d'une urgence ancienne. Ils ont fait mal à ma maman, a-t-elle soufflé, et ces mots ont traversé la cabane comme un clou chauffé à blanc. Elle ne pleurait pas. Les larmes étaient parties avant la neige. Elle tenait sa manche déchirée comme on tient une planche au-dessus d'un torrent. « Ah, comment t'appelles-tu » a demandé Hollis, bas, comme on parle à la terre pour qu'elle écoute. Laura May. Le nom de la mère a suivi, Mary-Ellen Carter. Une cabane vers Miller Creek. Trop loin pour attendre, trop près pour hésiter. Alors Hollis a incliné sa haute stature pour ne pas la grandir de peur, l'a laissé entrer dans la chaleur, a pris son manteau et s'est engagé dehors. Le froid l'a mordu sans trouver de prise. La cabane sur Miller Creek était plus ruine que refuge. Les tuiles avaient appris à laisser passer le ciel, la cheminée avait oublié la fumée. La porte a cédé d'un gémissement. Il y avait l'odeur acide d'un monde qui tourne de travers. Dans un coin, sur des tissus qu'on n'aurait pas donnés à un cheval, Mary-Ellen. Son visage, son regard, disait l'histoire sans la montrer. On lisait dans l'ombre ce qu'il valait mieux ne pas décrire, non par pudeur mais pour préserver ce qui lui restait de dignité. Elle ne suppliait pas. Elle tenait la tête comme on tient une frontière. Hollis s'est agenouillé, a glissé sous elle des bras que la ville croyait faits pour abattre et qui, ce soir-là, n'ont servi qu'à porter sans blesser. Elle a fermé les yeux, non par honte mais parce qu'une étrange sûreté venait de naître, fragile, entre la douleur et l'air. Il l'a emportée, la neige s'est calmée un instant, comme si l'hiver lui-même voulait voir jusqu'où irait la décision d'un homme. Dans la cabane de Hollis, Laura a laissé tomber ses doigts entremêlés en voyant sa mère passer le seuil, son visage a vieilli et rajeuni dans le même souffle. On aurait dit que le feu a pris plus grand. Ce soir-là, rien n'a été dit de plus que nécessaire. L'eau a chauffé, le linge s'est déchiré en bandes propres, les mains rugueuses ont appris la douceur. Mary-Ellen a retenu un souffle à chaque contact, mais aucun cri n'a cherché la sortie. Hollis n'a pas commenté, n'a pas jugé, n'a pas expliqué. Chaque geste disait déjà, ici, on te remet debout. Il lui a donné son lit sans cérémonie, a pris la chaise près des braises comme on prend un poste de garde. Laura s'est blottie contre sa mère, encore tremblante et soudain légère, ses petits doigts agrippés à un coin de couverture comme à un rivage. Pour la première fois depuis trop longtemps, les paupières de Mary-Ellen se sont fermées sur un repos qui n'était pas une défaillance. Tout paraissait simple. Mais ce n'était pas tout. La ville, pourtant, n'aime pas les silences qu'elle n'a pas commandés. Au saloon, on vend des histoires plus vite que des vers. Le nom d'Elias Carter a cogné contre les tables, traîné par une voix lourde de fierté blessée. On disait qu'on lui avait pris sa femme, pire, qu'on l'avait mise dans le lit d'un autre. Les hommes qui aiment le spectacle ont hoché la tête. Il a juré, a promis de reprendre, ce qui lui appartient, de faire payer le géant pour l'affront. Personne n'a rappelé que personne n'appartient à personne. Personne n'a voulu. Le lendemain, sous une cloche d'église qui sonnait plus pour rassembler les regards que les âmes, Hollis est venu avec Laura et Mary-Ellen. Elle avait caché ses marques sous un châle simple. Les phrases du pasteur ont glissé sur elle comme des flocons. Certaines femmes ont cessé de coudre, certains hommes ont cessé de chanter. Une voix mielleuse a conseillé à Mary-Ellen, la famille, pour éviter les rumeurs. Hollis s'est approché, le regard droit, et le miel a perdu son goût.
Sur le chemin du retour, Marie-Hélène a dit « Je t'ai ruiné ». Ulysse a répondu « Je ne cherche pas le pardon », puis, après un temps qui valait une vie, je cherche la paix. Cette phrase a posé un plancher sous leurs pieds. Le toit a recommencé à respirer autrement. Les jours ont pris le pli de l'entraide, une soupe posée sans discours, une chemise reprisée à petits points, une bûche taillée en cheval pour une main d'enfant qui ne lâchait jamais tout à fait la peur. Laura regardait Ulysse avec cette attention grave qu'ont les enfants qui ont trop vu, la manière dont ses bottes pesaient sans écraser, dont ses mains fendaient le bois sans colère, dont sa voix disait peu et suffisait. Une confiance presque muette s'est étranglée dans sa gorge avant de trouver la sortie en sourire. Marie-Hélène faisait semblant de ne pas s'attarder sur ces riens. Mais ces riens faisaient une maison. Et parfois, quand le feu craquait, Ulysse s'arrêtait pour écouter ce mince fredon venu d'une enfance qu'elle n'avait jamais vraiment eue, le son emplissait la pièce d'une chaleur que le pain ne sait pas donner. Pourtant, au saloon, les phrases d'Elias se chargeaient de neige sale. Il a juré d'arriver, pas seul, de réparer son honneur. Le shérif a dit « Calme ». Elias a ri. Puis un soir, une note crue a griffé la porte, elle est à moi. Sors là, ou je viens avec des hommes. Ulysse a froissé le papier. Sa décision n'a pas fait de bruit. L'hiver a choisi son moment pour rappeler aux hommes qui commandent les routes. Le ciel s'est abaissé, l'air a pris ce goût métallique d'avant l'orage blanc, le bétail a remué sans savoir pourquoi. Ulysse a serré les portes, calé les volets, rempli les seaux. Marie-Hélène a rangé les étoffes, fermé les pots, retenu ses mains pour qu'elles ne tremblent pas. Laura a tenu son cheval de bois comme on tient une promesse. Le premier coup de vent a fait vibrer la cabane entière. Ulysse est entré, couvert d'une poussière de flocons, et ils se sont regardés, la tempête dehors ne serait pas la seule. Penses-tu qu'il viendra par ce temps, a soufflé Marie-Hélène. À quand la colère d'un homme dépasse le blizzard, il ne cherche pas d'abri, a dit Ulysse. La soirée s'est étirée sur le bruit du vent, sur des pas qui vérifiaient les verrous, sur une chanson basse qu'on fredonne pour tenir un fil dans l'oreille d'un enfant. Puis le son est venu, très loin d'abord, puis clair, des sabots. 3, peut-être 4, avec la lanterne qui danse au bout d'une fierté mal tenue. Ils se sont arrêtés à la pente. La voix d'Elias a tranché l'air, mis l'air. Marie-Hélène a pris Laura contre elle. Va derrière, n'ouvre qu'à ma voix, a dit Ulysse. Elle a hésité l'espace d'une peur, puis a obéi. La porte intérieure a glissé sans plainte. La principale a commencé à vibrer sous les poings. Les hommes dehors jetaient des mots pour se donner du courage. La tempête coupait leurs phrases en morceaux mais la volonté passait, sors là. Ulysse a posé son fusil contre le mur, a allumé la lanterne, a ouvert. Le froid a bondi dedans. Il s'est tenu dans le carré jaune comme un rocher qu'on ne contourne pas. Les visages en face, rougis par la boisson et le vent, ont reculé d'un quart de pas que personne n'a avoué. Elias, à cheval, la bouche tordue, a craché des choses qu'il croyait fortes. Ulysse a mis un pied sur le porche. Elle n'a jamais été à toi pour la briser, a-t-il dit, bas, et le vent a porté la phrase jusqu'au bout de la cour. Un homme a tenté de monter, un autre aussi. On ne décrira pas les gestes, il suffit de savoir que la cabane est restée une cabane et que les voix ont perdu des syllabes. Ulysse n'a pas cherché la punition, seulement la limite. Elias, lui, a fini par descendre. La rage donne des jambes même au cœur le plus fatigué. Il a balancé des mots sur l'honneur, sur la honte, sur ce qu'un homme doit reprendre pour se sentir grand. La réponse a été simple, elle ne t'appartient pas. Elle ne m'appartient pas. Elle se possède elle-même. Ce n'était pas une idée neuve. C'était juste la première fois qu'on la disait à voix haute devant lui. La tempête a redoublé comme pour battre la mesure. Les bottes ont glissé, la neige a amorti, les lanternes ont peint des ombres démesurées sur les flancs de la maison. À l'intérieur, la porte du fond a tremblé sous la main de Marie-Hélène. Laura a chuchoté, il ne te laissera pas partir, puis n'a plus rien dit. Dehors, Elias a chargé avec l'énergie de celui qui refuse l'humiliation plus que la douleur. Ulysse a reçu sans se perdre, a riposté sans se perdre non plus. On aurait pu croire que tout se finirait là, dans un fracas de mauvais choix. Mais un son a traversé la tempête, fin, presque irréel, la voix d'un enfant qui demande si c'est fini. Et dans cette mince question, Ulysse a entendu ce qu'il défendait vraiment. Il a abaissé le poing alors que tout l'appelait à l'orgueil. Il a relevé Elias par le col, l'a plaqué contre le montant assez fort pour que le bois se souvienne, puis l'a jeté dans la neige non pour l'achever mais pour le forcer à s'arrêter.
Tu répondras, mais pas ici. Par la loi. Les autres ont détourné les yeux. Ils n'étaient ni héros ni monstres, seulement des hommes qui avaient cru qu'une histoire de saloon se terminait en toraille. La neige a recouvert le pas. Ils ont hissé Elias sur sa selle, plus lourd d'orgueil que de corps, et ils ont promis enfin d'aller chercher le shérif. À l'aube, a conclu Hollis. Le vent a repris ce qu'il restait de la scène. Quand il a refermé, la cabane a soupiré, comme si les joints avaient retenu l'air depuis des heures. Marie-Hélène, palme dressée, a dit « Tu aurais pu ». Puis n'a pas fini. Un homme comme lui veut te réduire pour se sentir grand. Je ne casserai pas pour lui. Et il ne te cassera plus. Laura s'est collée à la jambe d'Hollis, a trouvé sa place dans ses bras, s'y est endormie aussitôt, le petit cheval de bois coincé entre joue et veste. Marie-Hélène a porté la main à sa bouche, pas pour cacher une honte mais pour retenir un sanglot qui avait le goût du soulagement. Elle n'avait connu que la survie. Elle a aperçu ce soir-là un abri d'une autre sorte, non pas 4 murs, mais une confiance qu'on pose sur la table et qu'on ne reprend pas. Le feu a brûlé bas. Hollis a allongé Laura sur son lit de fortune, l'a bordée comme on borde un pays. Le silence, enfin, n'était plus un gouffre mais un lien. L'aube a pris son temps pour blanchir la neige. Le monde, dehors, ressemblait à une page neuve où personne n'avait encore écrit de mensonges. Hollis, debout, n'a pas fait de discours. Il a regardé Marie-Hélène, et elle a saisi que quelque chose avait basculé en elle comme en lui. « Je ne suis plus à lui », a-t-elle dit. Simple. Droit. Pas une bravade. Un constat. Hollis a hoché la tête, pas pour répondre, pour reconnaître. Ce qui s'était passé la nuit n'était pas une fin. C'était un seuil. Ce n'est que le début, a-t-il ajouté plus tard, alors que les braises devenaient cendres. Elle a compris. La ville n'oublierait pas en un matin ce qu'elle avait aimé colporter. Le shérif viendrait. Les mots prendraient des formes officielles. Les regards prendraient d'autres angles. Certains diraient qu'Hollis a fait trop, d'autres qu'il n'a pas fait assez. Mais ce que la ville ne pourrait plus dire, c'est que Marie-Hélène n'avait pas de voix. Dans les jours suivants, il a fallu tenir le cap pendant que le vent tournait. Le shérif a posé ses questions. Personne n'a tout raconté, mais chacun en a dit assez. On a évoqué des dérives, des gestes mal contenus, des soirs où la fierté avale le respect. La loi a pris note. Les amis de Saloon sont devenus moins sonores. La langue de Prudence, elle, a tenté un dernier saut, puis s'est prudemment rangée du côté de la paix parce que la paix donne meilleure mine que la haine, quand on veut continuer à saluer au marché. Hollis a continué à scier, à porter, à revenir chaque soir vers la flamme qui était désormais 3 respirations. Laura a recommencé à jouer, non pas comme si rien n'était arrivé mais comme si, soudain, tout ce qui arrive pouvait être posé dans une main et apprivoisé. Marie-Hélène a replié les étoffes avec soin, a lavé, a cousu, a chanté ce même chant qui a empêché une nuit de se perdre. Les rumeurs, elles, n'ont pas disparu, elles se sont simplement fatiguées. On a tenté d'y rallumer du bois humide, elles ont fumé sans reprendre feu. On a même essayé d'user l'histoire contre Hollis, parce qu'un géant qui refuse la violence ressemble à un reproche vivant. Mais la ville a une mémoire courte pour ce qui l'ennuie et une mémoire longue pour ce qui l'assoit. Le shérif a fait son travail. Elias, privé de public, a dû parler à des murs qui n'applaudissaient plus. Rien de spectaculaire. Juste le réel qui remet les choses en place. Et chaque fois que Hollis croise un regard, il n'a pas besoin d'expliquer. Il a choisi la loi quand la nuit exigeait autre chose. Il a choisi la paix quand son poing valait un tonnerre. Beaucoup ne le diront pas à voix haute. C'est égal. Certains respects naissent dans la bouche close. Reste la cabane. On pourrait croire qu'elle n'a pas changé. Les rondins grincent pareil quand le gel plie les heures. La porte coince toujours un peu, comme si elle voulait s'assurer de qui entre. La chaise reste à sa place, fidèle, et le lit n'est plus le même, c'est un territoire partagé par des présences qui ne se volent rien. Hollis se lève encore avant le jour, parce que c'est ainsi qu'il tient le monde à bonne distance. Il escorte le soleil jusqu'à la cuisine, laisse un bol fumant là où des mains plus fines le prendront. Parfois, il taille encore des chevaux au pas pour combler un vide, pour consacrer une paix. Parfois, Marie-Hélène s'arrête au seuil, regarde cet homme qui a préféré le serment à l'éclat, et son regard brille d'une force qui ne cherche l'ombre de personne. Laura rit d'un rire neuf pour un enfant qui a déjà connu l'ancien. Et quand la neige recommence à tomber, aucun des trois ne pense à se cacher.
Ils pensent à alimenter le feu. Ils pensent à écouter, parce qu'ils savent maintenant que certaines tempêtes ne se gagnent pas en criant plus fort, mais en tenant. On pourrait mettre un point ici. Ce serait injuste. Une histoire n'appartient pas au moment où l'on ouvre la porte à une petite fille transie, ni à celui où l'on dit « elle ne t'appartient pas ». Une histoire appartient aux jours qui suivent, à ces jours qu'on n'applaudit pas, où l'on continue. Alors voilà, Hollis continue. Marie-Hélène continue. Laura, surtout, continue. Et la ville, un jour, devra bien choisir entre deux conforts, le confort d'un vieux mensonge ou celui, plus exigeant, d'une vérité simple. On croyait tout savoir du géant. On n'avait rien vu. On croyait que le silence fuyait. On apprend qu'il tient. Et vous, qu'auriez-vous fait cette nuit-là quand les lanternes ont dansé sous la neige? Auriez-vous choisi la foudre ou la loi? Auriez-vous laissé la rumeur écrire la fin, ou l'auriez-vous forcé à s'arrêter au seuil? Parce qu'au fond, ce n'est pas une histoire de l'Ouest, c'est une histoire de portes, de regards, de phrases tenues. Ce n'est pas la force qui impressionne. C'est ce qu'on refuse d'en faire. Ce n'était que le début. Et la suite, parfois, tient dans une main d'enfant posée contre une veste rêche tout ce qu'il faut pour que le monde, là, décide enfin de tourner un peu mieux. Et si, par une nuit où tout le pays gelé retenait son souffle, le silence d'un seul homme valait plus que la fureur d'une ville entière? On disait d'Hollis Miller qu'il était bâti comme un chêne, qu'il portait la neige comme d'autres portent une veste, qu'il avait des mains faites pour ployer des portes. Ceux qu'il avait croisés au marché commençaient toujours par sa taille, jamais par sa façon d'écouter. La vérité, c'est qu'il parlait peu parce que chaque mot, chez lui, engageait quelque chose. Sa cabane, un carré de rondins noircis par les saisons, respirait la solitude, la chaise d'en face vide, l'autre moitié du lit intact, la cafetière qui chantonnait pour personne. Il ne cherchait ni la musique du saloon ni les regards qui se croisent à l'église. Il coupait du bois, il réparait les clôtures, il nourrissait le feu comme on protège une prière. On aurait juré que plus rien ne viendrait déranger cet ordre minéral. Et pourtant, cette nuit-là, le destin a frappé sans gants. Le coup à la porte n'eut rien d'un hasard. Ce n'était ni rafale, ni branche, ni bestiole perdue, c'était pressé, maladroit, tremblant. Hollis, un tronc dans les bras, leva la tête. Son instinct sentit dans l'air quelque chose de plus coupant que le froid. Il posa la bûche, alla vers l'entrée, ouvrit sans bruit. Sur le seuil, une fillette trop légère pour sa peur, des cheveux pris de neige, une robe trop mince pour ce pays. Ses bottines éventrées montraient la peau, ses joues brûlaient d'un rouge malheureux. Mais c'était le regard qui fixait, ouvert non par le gel, mais par le genre d'effroi qui s'installe avant la première neige de la vie. Ils ont fait mal à ma maman, souffla-t-elle, et ces mots entrèrent dans la cabane comme une étincelle dans une grange sèche. Elle ne pleurait pas. Les larmes, on le voyait, étaient parties bien avant. Elle tenait sa manche déchirée comme on retient un PAN de ciel. « Ah, comment t'appelles-tu » demanda Hollis, très bas, la voix posée pour ne pas casser ce qui tenait encore. Laura May. Le nom de sa mère vint ensuite, Marie-Hélène Carter. Une cabane près du ruisseau. Un sol battu, un toit qui laisse passer l'hiver. Assez pour décider sans faire d'histoire. « Entre, dit-il à la petite. Et lui, il prit son manteau. La neige grinçait sous ses pas comme du verre pilé. Le ruisseau de Miller somnolait sous une croûte blanche. La cabane apparut, plus pauvre qu'un souvenir, avec la porte qui tirait de travers. Dedans, l'odeur d'une vie tenue de force, paille humide, reste de boisson, tissu trop fin. Marie-Hélène était là, dans un coin, posée sur des étoffes qui n'auraient pas suffi à un chien de berger. Ses traits racontaient l'histoire sans la crier. Il n'y avait pas besoin d'énoncer. Sa joue gonflée disait assez, son regard disait davantage, pas de prière, pas de plainte, seulement la fierté fatiguée de celle qui refuse de se courber. Hollis s'agenouilla, glissa ses bras sous ce corps trop léger, et la souleva avec une précaution de verrier. Elle ferma les yeux, non par honte mais parce que l'étonnement d'être portée sans brutalité est un vertige. Dans la neige, la tempête sembla se retenir pour les laisser passer. Parfois, même l'hiver écoute. Dans la maison d'Hollis, la chaleur reçut la femme blessée comme on reçoit un secret qu'on ne répétera pas. Laura courut jusqu'au lit, son petit corps frôlant celui de sa mère avec la hâte des oiseaux quand le faucon s'éloigne. Hollis déchira du linge propre, fit chauffer de l'eau, posa un bol sur la table. Ses mains, crevassées par le travail, apprirent la douceur sans un mot. Chaque geste disait, ici, personne ne te baissera la tête. Il céda son lit,
tira la chaise près du feu, resta là comme un garde silencieux. Marie-Hélène fronça les sourcils, voulut refuser, puis la fatigue posa sur ses épaules une couverture plus lourde que toutes celles de la pièce. Elle ferma les yeux. Les braises devinrent plus profondes. Et, pourtant, ce n'était que le premier pas. La ville, elle, n'aime pas qu'on lui vole ses histoires. Au saloon, les nouvelles circulent plus vite que l'alcool. Le nom d'Elias Carter, large d'épaules et de fierté, heurta plusieurs tables. Sa voix pesante traîna des phrases qu'on préfère ne pas répéter mais qu'on comprend sans peine. On lui aurait pris sa femme, on l'aurait retournée contre lui, on l'aurait mise dans un autre lit. Les rires gras prirent l'air, puis la promesse tomba, il viendrait la récupérer, avec ou sans l'avis de la tempête. On fit semblant de ne pas se rappeler qu'aucune personne n'appartient à personne. Le lendemain, la cloche appela au culte. Hollis, contre toutes les habitudes, attela la carriole. « Ils vont regarder » dit Marie-Hélène, serrant le châle contre ses pommettes. « Mais qu'ils regardent » répondit-il. L'église, petite, sentait la laine humide. Les voix cessèrent quand ils entrèrent. Les enfants dévisagèrent, les mères tirèrent des manches. Le pasteur parla d'épreuves et de charité, un peu trop longtemps. À la sortie, Prudence Callaway, miel sur les lèvres, proposa la famille, la convenance, l'ordre. Hollis s'approcha, son ombre coupa le sucre. Le miel se figea. Sur le chemin du retour, Marie-Hélène glissa, presque pour elle-même, je t'ai ruiné. Hollis prit le temps. Je ne cherche pas le pardon, dit-il enfin. Je cherche la paix. Cette phrase s'installa entre eux comme un plancher solide dans une grange qui travaille. Les jours suivants eurent l'épaisseur des choses nécessaires. Laura apprit les coins chauds de la cabane, le bruit du couteau dans le bois, l'odeur du bouillon qui tient les âmes debout. Hollis, sans en faire mention, tailla dans une chute de pain un petit cheval aux oreilles trop grandes. Il le posa sur la table sans cérémonie. La fillette l'attrapa comme on attrape une étoile qui tombe à portée de main. Marie-Hélène reprisa des chemises avec application, rangea les tissus, remit un peu d'ordre dans ce monde choisi. Elle ne s'attardait pas à regarder l'homme trop longtemps. Parfois, pourtant, elle l'écoutait respirer près du feu, et quelque chose en elle se souvenait qu'on peut habiter sans trembler. Lui, très simplement, faisait. À chaque coucher du soleil, il rentrait comme s'il revenait au centre d'un cercle qu'il pensait perdu. Les chuchotements, eux, s'épaississaient au saloon. Elias tenait table, jurait qu'on se moquait de lui, promettait de mettre un terme. Le shérif, fatigué, glissa un avertissement. Elias, entêté, s'en rit. Puis une nuit, une note fut clouée sur la porte d'Hollis. Des mots écrits trop forts pour être justes, elle est à moi. Sors là, ou j'arrive avec des hommes. Le papier se froissa dans la main d'Hollis, et personne n'entendit la décision. Le ciel se ferma comme un poing. On connaît ici cet avant-goût d'acier que l'air prend avant de lâcher des heures blanches. Le bétail s'agita, les portes gémirent, les volets réclamèrent leur crochet. Hollis fit le tour de tout, 2 fois. Marie-Hélène rangea, ficela, serra, ses doigts tremblant à peine. Laura colla son petit cheval contre sa joue. « Penses-tu qu'il viendra avec ce temps » souffla Marie-Hélène. « Quand l'orgueil dépasse la raison, le blizzard n'empêche rien, » dit Hollis. La nuit monta, le vent chercha les fentes. Quelque part entre 2 rafales, un chant bas, venu de l'enfance de Marie-Hélène, posa un fil dans l'air. Hollis s'arrêta près de la porte et écouta, comme on écoute un ruisseau sous la glace. Le chant s'éteignit, et un autre son prit sa place, régulier, coupant, obstiné. Des sabots. 1, 2, peut-être 4 chevaux. Des lanternes qui hésitent. La voix d'Elias, comme une lame dans les gonds. Miller. Marie-Hélène serra Laura. Dans la pièce du fond. N'ouvre qu'à ma voix, dit Hollis. La porte intérieure se ferma doucement. L'autre commença à trembler sous les poings. Sors là. Les phrases se perdaient dans le vent et retrouvaient leur méchanceté au seuil. Hollis posa son fusil contre le mur. Il n'en aurait besoin que si la nuit décidait de l'imposer. Il alluma la lanterne, ouvrit. Le froid entra comme un animal. Hollis se tint dans la lumière, large et calme. Les hommes reculèrent d'un souffle. Elias, à cheval, cracha des mots sur l'honneur, sur la honte, sur ce qu'on arrache pour remettre les choses à leur place. « Elle n'a jamais été à toi pour la briser, » dit Hollis. Pas un cri.
juste une ligne posée. Un des hommes mit pied à terre, puis un autre. Ils montèrent les marches. On ne décrira pas le détail. On dira seulement que la cabane resta debout et que les lanternes dansèrent trop vite. Hollis encaissa comme on tient une porte par grand vent, rendit ce qu'il fallait sans perdre le visage. 2 corps roulèrent dans la poudreuse, un 3e changea d'avis. Elias finit par sauter de sa selle. Sa rage faisait de l'ombre. Il avança, poing serré, le souffle court. « Tu crois gagner parce que tu fais reculer des gars? Tu crois que maintenant elle est à toi? Elle a toujours été mienne, lâcha-t-il, et sa bouche fit ce mot comme on avale du verre. Elle n'appartient à aucun homme. Elle se possède elle-même, répondit Hollis, et la phrase, simple, fit plus de bruit que la tempête. Alors seulement, le froid montra son vrai visage. Les bottes glissèrent, la neige gifla, les lanternes jetèrent au mur des silhouettes démesurées. La lutte devint cette chose laide qui se croit nécessaire. À l'intérieur, la main de Marie-Hélène resta posée sur la planche de la porte du fond, elle n'avait pas peur comme avant, elle savait que la peur ne décidait plus seule. Laura murmura, « Est-ce que c'est fini ?» dans le cou de sa mère. Le souffle de l'enfant franchit la cloison comme une cloche fine. Hollis, dehors, l'entendit. Son poing, levé pour une réplique, se figea. Il aurait suffi d'un quart de seconde de plus pour basculer du côté des fantômes. Il laissa le poing retomber, saisit Elias par le col, le plaqua contre le poteau du porche assez fort pour que le bois s'en souvienne. La neige retomba en pluie fracassée. « Tu répondras, mais pas ici. » « Par la loi, » dit Hollis. Les autres hommes baissèrent le menton. Ils n'étaient ni plus courageux ni plus lâches que d'autres, ils avaient seulement suivi la pente. On hissa Elias sur sa selle, l'orgueil pendu comme un manteau trop lourd. À l'aube, le shérif, conclut Hollis. Les sabots s'éloignèrent, avalés par la bourrasque. Le silence revint, dense et clair. La porte se referma, la cabane soupira. Marie-Hélène, droite malgré la fatigue, dit « Tu aurais pu ». Et s'arrêta. Un homme comme lui veut te rapetisser pour se croire grand. Je ne casserai pas pour lui. Et il ne te cassera plus, répondit Hollis. Laura quitta l'ombre, se colla à la jambe du géant, glissa dans ses bras comme dans un porc. Elle s'endormit presque aussitôt, son petit cheval coincé entre la joue et la veste. Marie-Hélène porta la main à sa bouche, pas pour étouffer une honte mais pour retenir un sanglot de soulagement. Le feu donna ce bruit de laine contor. Une paix fragile prit racine. Il ne fallait pas la brusquer. Ils ne la brusquèrent pas. L'aube, comme toutes les aurores après les nuits qui comptent, tarda. La neige blanchit le monde en le rendant neuf. Hollis, en face de Marie-Hélène, ne chercha pas d'explication. Elle non plus. « Je ne suis plus à lui », dit-elle enfin. Ce n'était ni défi ni bravade. C'était un constat qui ferme une porte sans bruit. Hollis hocha la tête, sans sourire, parce qu'on ne sourit pas au sérieux. Ce n'est que le début, ajouta-t-il plus tard, en tisonnant les braises. Elle comprit. La ville parlerait. La loi ferait son pas. Le shérif viendrait entendre, comparer, écrire. Les langues prendraient d'autres tournures, certaines plus mielleuses, d'autres plus sèches. Peu importait. Une phrase avait été dite à haute voix sous les lanternes, « Personne n'est la chose de personne ». On ne rembobine pas une phrase comme celle-là. Les jours, ensuite, furent pleins d'occupations droites. Hollis alla au bourg acheter farine et sel. Les regards glissèrent sur son manteau comme le vent sur une clôture, on reconnaissait sans admettre. Le shérif passa, prit des notes sans enfoncer de clous, dit des mots comme « témoignage »,« procédure »,« rendre compte ». Personne ne prononça les termes crus que l'on emploie pour faire mal quand on veut seulement salir, on parla des « excès », de « gestes mal tenus », de « dérives qui ne doivent plus. La loi pose parfois ses mains avec lenteur, mais quand elle pose, elle marque. Au saloon, certains se lassèrent d'Elias. Ses colères sonnaient creux contre du bois fatigué. Prudence Callaway changea le sens de son sourire. Les couturières, sur leur perron, reprirent des poings plus serrés, on coud mieux quand la tempête est passée. Dans la cabane, la routine s'installa avec la grâce des choses simples, un bouillon chaud, un vêtement repris, une planche qui cesse enfin de grincer. Laura trouva ses chemins, du lit au banc, du banc au foyer, du foyer à la porte où l'on guette le pas d'Hollis qui revient. Elle faisait claquer doucement les sabots de son petit cheval de bois, comme pour rappeler à la maison que le monde pouvait être apprivoisé. Hollis, parfois,
s'arrêtait en la regardant sans la voir, perdu à l'endroit d'un souvenir, une voix, autrefois, qui avait peuplé l'endroit resté vide. Il ne s'attardait pas là. Sa manière de remercier la vie qui revenait consistait assis droit. Marie-Hélène, elle, réapprit la lenteur qui ne craint pas, celle des gestes qui n'attendent pas la violence pour finir. Elle chantonnait de temps en temps, si bas qu'on aurait pu croire à un souffle du feu. Ce chant-là, plus que tous les mots, fixait chaque chose à sa place. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, et ce serait commode. Mais une ville ne renonce pas d'un coup à son plaisir de chuchoter. Certains soirs, on entendait encore des rires raser les vitres. Pourtant, un détail avait changé, cela ne mordait plus. Un matin, Marie-Hélène passa la porte de l'église sans baisser les yeux. Personne n'osa lui couper la route. Le pasteur prêcha sur la dignité avec plus de précision que d'habitude. Laura s'assit plus près de Hollis et, lorsque le banc craqua, personne ne sourit. La paix n'était pas parfaite, elle ne l'est jamais, mais elle s'installait comme s'installe une saison plus clémente, par petites touches que l'on n'applaudit pas. Elias, de son côté, dut apprendre la dure loi des jours qui se lèvent après les nuits bruyantes. On ne dira pas ici ce qu'il advint de lui, sinon que la parole donnée à l'aube fut tenue. Le shérif mit des mots là où, jusque-là, il n'y avait que des grognements. Les amis de bière devinrent rares. Ce qu'il fallait payer, il le paya, non par sang ni par coup, mais par ce que les hommes craignent le plus, le regard de ceux qui savent. La cabane, elle, resta ce qu'elle était devenue, un abri qui chauffe plus que le bois. Les saisons, ensuite, firent leur travail. Le printemps posa sur la prairie sa main verte. Le ruisseau parla à nouveau. Les fenêtres s'ouvrirent. Hollis sortit la table dehors certains soirs, on mangeait là, à trois, avec l'ombre des grands oiseaux qui filaient par-dessus. Laura raconta ses journées dans une langue que la peur n'avait plus réduite. Marie-Hélène riait pas souvent, mais assez pour qu'on sache. Parfois, des voisins passaient, sous prétexte d'emprunter un outil ou de rendre un plat. On ne posait pas de questions, mais on restait un peu, parce que le feu d'ici avait une façon étrange de réchauffer les épaules. Les nouvelles, même quand elles viennent de loin, trouvaient leur place sans troubler la table. Il y eut des soirs de pluie où l'on se taisait tous les trois avec la paix complice de ceux qui savent ce qu'ils ont traversé. Et parfois, il fallait bien le dire, le passé montrait les dents, une phrase mal tournée au marché, un regard trop long à la poste. Alors, la réponse d'Hollis ressemblait à ce qu'elle avait toujours été, un oui bref, un non clair, rien entre les deux. Cela suffisait. Un jour de fin d'été, la ville fit semblant de ne rien célébrer. C'était la fête, pourtant, les stands, la farine qui vole, les concours de tartes, deux musiciens qui accordent mal. Laura courut derrière des rubans. Marie-Hélène acheta un ruban bleu, simple, et le noua dans les cheveux de l'enfant. Prudence, passant par là, eut l'intelligence de dire que la couleur lui allait. Hollis, à l'écart, posa sa main sur le dos de la jument et regarda la foule vivre. Cela ne le gênait plus. Il n'était pas devenu bavard. Il était devenu à sa place. Et si quelqu'un, ce jour-là, lui avait demandé ce qu'il préférait depuis l'hiver, il aurait sans doute répondu que les planches de sa maison grinçaient moins. Ce n'était pas tout à fait vrai. Mais c'était sa façon de dire que le monde, enfin, tenait. Quand l'automne revint et que l'air reprit cet accent de métal, Marie-Hélène s'arrêta un soir sur le seuil. « Il y a des gens qui croient que le silence fuit, dit-elle. »« Le mien tient, répondit Hollis. Il ne développa pas. Elle non plus. Laura rit à l'intérieur, quelque chose tomba sans se casser, on entendit un « oups » qui n'avait pas peur d'être repris. La nuit s'installa, douce. La cabane, dehors, avait l'air de toutes les cabanes. Dedans, elle avait quelque chose que toutes n'ont pas, la mémoire d'une phrase posée sous les lanternes d'une tempête. Personne n'appartient à personne. Les histoires qui s'oublient n'ont pas ce genre de phrase. On demandera peut-être, et ensuite ? Ensuite, rien de spectaculaire. Les gens spectaculaires sont ceux qui cassent et ceux qui crient. Les autres, ceux qui tiennent, apprennent à vivre sans bruit. Hollis continua de tailler des chevaux trop sérieux pour des jeux d'enfants et pourtant parfaits pour être emmenés partout. Marie-Hélène continua de coudre pour les voisins qui, reconnaissants, ne dirent pas toujours merci avec des mots, mais avec des gestes qui valent de l'or par ici, on vous garde une part de tarte, on vous prête une échelle, on vient humer le café sur le pas de la porte. Laura grandit exactement comme grandissent les enfants qu'on a décidés à la vie, libre dans ses bras, droite dans son regard. Il lui arriva même de demander un jour, d'une voix malicieuse, dit « Hollis,
Est-ce que tu étais déjà grand quand tu étais petit? Il éclata d'un rire rare. La pièce s'en souvint. Et si cette histoire devait vous laisser quelque chose, que ce soit ceci, la force qui ne cherche pas à prouver, la loi choisie quand la nuit vous offre le tumulte, la phrase posée qui arrête une main sans la briser. Les rumeurs finiront toujours par se lasser. Les regards finiront par décrocher. La cabane, le ruisseau, l'église, le saloon, rien n'a changé, et tout a changé. La différence se mesure à une petite main d'enfant posée sans trembler sur une veste rêche, à une femme qui passe la porte sans baisser les yeux, à un homme qui répond « paix » quand on lui demande « pourquoi ». On croyait tout savoir du géant. On n'avait rien vu. On croyait que le silence fuyait. On apprend qu'il tient. Alors dites-moi, si la nuit venait frapper à votre porte comme elle a frappé à la sienne, si des lanternes hésitaient dans la neige et que la rumeur vous pressait de choisir la facilité, que poseriez-vous entre vous et la tempête? Le vacarme, ou la phrase qui tient? Parce qu'au fond, il ne s'agit pas de l'Ouest, ni des hivers, ni des saloons. Il s'agit d'une cabane et d'un seuil, d'un regard qu'on maintient, d'une promesse qu'on garde. On ne gagne pas les tempêtes en parlant plus fort. On les traverse en restant. Et ce n'était que le début.